ministre. Bonjour. Aujourd'hui, tout le monde est un peu dans la fièvre de ce qui se passe au Mali. Aujourd'hui, le même peuple qui avait élu le président a décidé de le débarquer. Pas par la voie des urnes, mais par des mouvements. Est-ce que c'est impopulaire ou comment? Quel est votre regard sur ce qui vient de se passer au Mali? Bien, merci. Je crois que tout le monde avait salué l'instauration de la démocratie. La plupart des pays africains ont tenu des conférences nationales dans le but de quitter le système du monopartisme et d'aller vers la démocratie, parce qu'on avait estimé que la démocratie permettrait d'avoir des dirigeants élus par le peuple, et ces dirigeants devraient aider les pays à aller vers le progrès, vers le développement. Bon, vous savez, la démocratie est un système, je dirais, exigeant, à la fois sur le plan moral et sur le plan, je dirais, institutionnel. Nous avons cru à la démocratie, mais on avait oublié que nos peuples n'étaient pas suffisamment avancés pour comprendre et appliquer les règles de la démocratie. Il y a quelqu'un peut-être qui avait vu loin, mais nous ne l'avions pas compris à l'époque. C'est le président Jacques Chirac. Il avait bien attiré notre attention à l'époque en disant que les Africains ne sont pas mûrs pour la démocratie. On a crié au scandale à l'époque, mais peut-être qu'ils nous connaissaient mieux que nous-mêmes. Et effectivement, l'histoire a montré qu'il avait parfaitement raison. Parce que j'ai dit que c'est un système exigeant, parce que il s'agit pour la démocratie de fonctionner comme un filtre social, de porter à la tête du pays les meilleurs. Mais pour que cela puisse se faire ainsi, il faut que les gens qui organisent les élections acceptent parfois de perdre. C'est comme un match de football. Bon. Si l'arbitre siffle les pénalités n'importe comment, vous n'aurez pas de bons résultats. Il y aura une équipe qui va gagner, mais elle ne va pas gagner dans de bonnes conditions. Alors, ce qui pose des problèmes en Afrique, je crois que ça risque d'être un nouvel échec pour nous, c'est que les gens n'acceptent pas les défaites. Surtout ceux qui organisent les élections, ils pensent qu'on ne peut pas organiser les élections pour les perdre. Mais quand le problème se pose en ces termes, on fausse les règles du jeu. Nous devons organiser les élections convenablement pour respecter la volonté du peuple. Que le meilleur gagne. Alors, mais depuis un certain temps, on assiste à une falsification des résultats, à des fraudes massives, etc. À l'emprisonnement même de ceux qui ont gagné. Alors, vous pensez que ça peut continuer comme ça? Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Le peuple est obligé de se révolter.
Parce que ce n'est pas ce qu'il attendait de la démocratie. Ah. Ça, c'est juste. Alors, bon, l'Occident peut-être ne comprend pas très bien. Nos mœurs, les Africains, ou ils font exprès, je ne sais pas. Parce qu'ils se réfugient derrière l'état de droit. Mais l'état de droit n'existe pas. Nous sommes encore loin de l'état de droit. Alors, pour condamner les coups d'État, il y a des coups d'État salutaires. Ah, oui. Mais je vous le dis franchement, Ah oui, à ça. parce que lorsque les mécanismes internes de la démocratie n'arrivent pas à régler les problèmes qui se posent, qui sont posés par le système lui-même, on fait comment? Hein? Lorsque la démocratie elle-même n'arrive pas à régler les problèmes internes qui sont posés au sein du système, comment on fait? On accepte la mort, etc. La seule façon de faire, c'est de faire intervenir des agents externes pour régler ce problème. Et l'armée reste le dernier recours. Ah. Puisqu'on organise les élections, on gagne, on dit non. On ne peut pas. Bon, on va faire comment? Donc l'armée reste le dernier recours. C'est pourquoi je dis qu'il y a des coups d'État salutaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faudra que la communauté internationale, ici en Afrique, l'Union africaine, la CEDEAO, chez nous, la CAC, qu'ils étudient le problème. Pourquoi ces gens-là sont muets lorsque les élections sont organisées dans la fraude? Lorsqu'on emprisonne ceux qui sont gagnés, ils sont muets, ils ne disent rien. Ça veut dire qu'ils approuvent ça. Ah oui. Ça, c'est juste. Qui ne dit mot constant. Constant. Maintenant, quand quelqu'un, je dis l'armée, prend le courage de régler le problème, c'est un tollé général. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Je trouve que c'est pas normal. Parce que il faut connaître les causes de tout ça. Pourquoi on en est arrivé là? Si l'armée voulait prendre le pouvoir à vitam aeternam, c'est depuis longtemps. Ils ont les armes, ils peuvent les chars, tout cela, etc., s'installer. Et puis gérer le pouvoir. Mais ils ont accompagné les processus démocratiques, etc. Ils vivent dans la population, ils vivent dans le peuple, ils constatent ce qui se passe. Donc c'est pas ça. Le pays, c'est l'affaire de tout le monde. Est-ce qu'il faut être attentif? Est-ce qu'il faut laisser le pays dépérir? Ou bien qu'il faut agir pour arrêter ça? Il faut agir. Je crois que, pour moi, en ce qui concerne le Mali, il fallait arrêter ça, parce que la situation du Mali est une situation complexe. Le Mali fait face au terrorisme, il y a la pauvreté, etc. Et si on ajoute à cela une crise politique, le pays ne va pas s'en sortir. Donc il fallait arrêter ça. Il fallait repartir sur des nouvelles bases. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Il faut faire confiance aux officiers qui ont pris le pouvoir. Et je pense qu'ils vont contribuer avec les forces vives de la nation, avec la société civile, à ramener les choses sur la bonne voie. Bon, mais tard que jamais, aujourd'hui, nous avions célébré nos 60 ans. Donc, si on peut satiriquement parler, le Congo est à la retraite maintenant parce qu'on atteint 60 ans. Et le président de la République nous a livré un message où il a fait des éloges de tout ce qui a été fait des années 60 à nos jours. Et quel est votre regard, votre aperçu? Comment interprétez-vous ce message du président de la République? Bien. Je dis que le Congo est encore jeune. Face à l'immensité du temps.
Vous savez, le monde vient de loin. Donc quand on regarde un peu ce qui se passe dans le pays, on a l'impression de vivre un peu la naissance de ce pays personnellement. Je vois Brazzaville grandir sous nos yeux. Parfois on se demande, mais qu'est-ce qui se passait avant? Alors, bon, nous avons obtenu l'indépendance en 1960. Je dis qu'à cette époque, je me trouvais au collège Chaminade. J'étais encore élève. Mais je n'avais pas réalisé que notre pays avait accédé à la souveraineté internationale. Je ne comprenais rien du tout. Mais il faut dire que à cette époque, la vie était autrement. Nous, quand on fréquentait la Chaminade, on nous dotait des livres, des ouvrages. On ne dépassait pas grand-chose. Donc l'école était à la portée de tous. Et une éducation de qualité. Bon, le président de la République, bien sûr, a fait le bilan des 60 ans. Il a fait la comparaison entre ce qui a existé en 1960 et ce qui existe aujourd'hui. Donc, on a vu. Ça, c'est mon fils qui a fait. En quelque sorte, un bilan quantitatif. Bon. Je pense que sur le plan quantitatif, il n'y a pas de doute de constater que la population a augmenté, le nombre de maisons a augmenté, les routes ont augmenté, etc. Donc ça c'est un phénomène naturel. Mais ce que nous voulons, c'est un bilan qualitatif. Le développement, c'est tout ça. Alors, c'est un processus ascendant. C'est-à-dire, nous devons aller vers des performances. Nous voulons savoir si le pays a vraiment progressé dans le bon sens. C'est ça le vrai bilan. Est-ce qu'il y a moins de chômeurs qu'en 1960? Est-ce que l'eau courante est plus accessible qu'en 1960? Est-ce que le courant est à la portée de tous les ménages? Est-ce que les gens mangent à leur faim? Il n'y a plus de mendiants dans le pays. Alors, en un mot, comme on le dit souvent au niveau de la communauté internationale, donc il faut connaître un peu comment on appelle ça, le PIB par habitant. Il faut connaître le PIB par habitant en 1960 et le PIB par habitant en 2020. Est-ce qu'il a changé dans le bon sens ou il a régressé? Alors c'est ce qu'on attendait. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Mais chacun, si on faisait un sondage, je crois que le sondage n'hésiterait pas à faire constater que la situation s'est détériorée au niveau des ménages. La crise est là, surtout nous les retraités. La situation est plus critique qu'en 1960. Alors, donc je suis un peu déçu par cette vision des choses. Je crois qu'on aurait pu voir les choses au plan qualitatif, et non uniquement compter le nombre de kilomètres qui ont été goudronnés, le nombre de bâtiments qui ont été construits. Bon. Par rapport aux moyens que nous avons eus, vous savez, à l'époque de Massamba Demba, on nous dit que le budget se situe à 50 milliards. Bon. Face à quelqu'un qui a géré un budget de 3 000 milliards. Jusqu'à 4 000. C'est le jour et la nuit. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes ambitions. Ce n'est pas possible. Mais de l'avis de tous, tout le monde a salué l'action du président Massamba Demba, qui avait bien travaillé. Il a créé beaucoup d'entreprises. Déjà à l'époque, le stade qu'on appelait de la Révolution, c'était l'un des rares à l'époque en Afrique. Et nous avons abrité les premiers Jeux africains, etc. Alors donc, on aurait pu sérier ce bilan par secteur et voir dans quel secteur nous avons progressé pour essayer d'apporter les correctifs nécessaires. Voilà. Et nous avons également l'État congolais, où les Congolais viennent encore de perdre une autorité, un homme digne de ce nom, Coulibaly, qui nous a quittés. Quelle est votre évocation? Est-ce que vous l'avez connu? Quels sont les moments que vous avez dû partager ensemble avec l'illustre disparu? Beaucoup de moments qu'on a partagés ensemble avec mon grand frère et ami Lambert Coulibaly. Nous étions ensemble au gouvernement et on s'appelait Indien. Indien. Je ne sais pas pourquoi. On s'appelait comme ça, Indien. Alors, donc on a gardé de très bonnes relations. Et nous a appris beaucoup d'anecdotes, même après la guerre de 97, on s'est retrouvés. Alors, il était resté en exil. Malheureusement, la mort l'a surpris là-bas. Donc, c'est une grande perte pour nous, pour le pays. Parce que c'était un homme simple, ouvert, et puis pacifique. Il a animé un parti, il était très ouvert, et il était très ancré dans la tradition téké. Alors, donc, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot plus fort pour déplorer sa perte pour le pays. Donc, une grande perte. C'est très triste pour nous. Voilà.